Aujourd'hui, nous accueillons Gaëlle Gasc, socio-anthropologue et consultante, dont le parcours navigue entre sciences sociales, gestion environnementale et création documentaire. Formée initialement en anthropologie, puis en sociologie de l'intervention, Gaëlle revendique une posture de praticienne de la sociologie. Spécialiste des questions liées à l'eau, aux milieux aquatiques et à l'environnement, Gaëlle travaille depuis plusieurs années avec des collectivités et des institutions pour accompagner la concertation, analyser les usages et comprendre les jeux d'acteurs. Son rôle consiste autant à écouter et analyser qu'à créer les conditions du dialogue entre techniciens, élus, habitants, agriculteurs, pêcheurs et associations. Gaëlle est aussi une réalisatrice. Avec le sociologue Étienne Amier, elle a co-réalisé un documentaire sur la cohabitation entre agriculteurs et riverains autour de l'usage des pesticides, un film qui interroge les frontières entre enquête sociologique et narration visuelle. La première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, alors merci à vous. Moi, je suis Gaëlle Gasc. Alors, j'aime bien dire que je suis anthropo-sociologue ou socio-anthropologue suivant les jours. Et puis, je suis aussi consultante et réalisatrice. Je suis spécialisée sur les questions de gestion environnementale, de développement agricole et de développement territorial au sens large, et puis sur les questions de concertation, de participation à ces démarches qui sont des démarches collectives. Pourquoi est-ce que tu te définis comme sociologue ou anthropologue ou socio-anthropologue ? Est-ce que c'est lié à ta formation ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait je suis diplômée d'une licence en anthropologie et d'un master 1 en anthropologie, puis ensuite j'ai opéré ma grande bifurcation vers la sociologie en master 2. Mais donc, je suis plutôt imprégnée de méthodes et puis de littérature en anthropologie. Et puis après, ensuite, en master 2, j'étais très marquée par la sociologie, notamment la sociologie d'intervention. J'ai aussi découvert la sociologie des organisations, la sociologie de l'action publique qu'aujourd'hui j'utilise beaucoup. Mais avant tout, voilà, c'est quand même plutôt les méthodes d'anthropologie, d'ethnologie, on va dire, qui m'ont marqué. Maintenant, dans les disciplines, il y a très peu de différences, mais pourquoi je peux me présenter comme l'un ou comme l'autre, c'est que, en tout cas, de moins en moins, on a de difficultés chez nos interlocuteurs à comprendre ce que peut bien faire un anthropologue au milieu de la gestion de l'environnement moi, je suis spécialisée sur l'eau et les milieux aquatiques, mais quand j'ai commencé à travailler, c'était plus simple de dire sociologie parce qu'on avait en face une représentation plus limpide, enfin plus immédiate pour nos interlocuteurs de ce que ça pouvait être comme discipline. De plus en plus, l'anthropologie est reconnue dans ces milieux-là, mais voilà, parfois c'est plus simple de dire sociologue. Et puis j'ajoute quelque chose que j'aime bien dire, que j'ai dit aussi quand j'intervenais parfois en cours auprès d'étudiants. On a des difficultés souvent quand on a un master 2 à se dire sociologue ou anthropologue parce qu'on on veut surtout pas faire croire qu'on a fait une thèse. On veut surtout pas être confondu avec des enseignants chercheurs sans doute par excès d'humilité. Et j'avais un professeur, Bruno Milly, en Master 2, qui nous a beaucoup marqué, ma génération, à nous dire vous êtes tout autant sociologue en tant que praticien de la sociologie, comme un psychologue, au bout de 5 ans, se dit psychologue. Et voilà. Depuis, je me suis pas mal forcée, parce que c'est difficile quand même. Mais je me force de moins en moins, mais j'ai tendance à le dire un peu aux étudiants. On peut se revendiquer être praticien de la sociologie. C'est pas pour autant, on n'est pas enseignant-chercheur pour autant. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même pratique. Mais moi, depuis que je suis sortie d'études, je considère que j'ai pas fait que ça, mais j'ai fait beaucoup de sociologie. J'ai pas fait autre chose. Donc voilà, je dis que je suis sociologue ou anthropologue. Quand tu as évoqué le master 2 de sociologie, tu as parlé de sociologie de l'intervention.
aussi de l'action publique. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est en fait la sociologie de l'intervention et justement c'est sans doute en lien avec cette expression que tu as utilisée de praticien de la sociologie. La sociologie d'intervention, c'est intervenir. Alors pour mon cas, c'est en tant que consultante dans une situation dans laquelle on a un rôle à jouer qui est vis-à-vis de cette situation, on a une commande. Donc c'est en répondant à cette commande qu'il faut qu'on doit pouvoir intervenir, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une posture d'écoute ou d'observation, mais on est aussi investi d'un rôle, et à ce titre-là, on est investi par les autres aussi d'un certain nombre de rôles qui construisent ce que Gilles Rose, moi c'est Gilles Rose, ma référence qui était mon prof en Master 2, ce qui constitue le système client et qui va aussi nous renseigner sur l'action des acteurs dans cette organisation, c'est-à-dire le rôle qu'ils souhaitent nous faire jouer ou la manière dont ils investissent le sociologue ou l'intervenant ou le consultant, suivant comment on l'appelle, va être aussi révélateur des jeux d'acteurs, des jeux de pouvoir qui se passent dans l'organisation. Et donc la sociologie d'intervention, c'est analyser tout ça, c'est être à la fois dans cette posture de sociologue et de chercher aussi à œuvrer pour l'action et d'analyser cette posture. Est-ce qu'il y a aussi derrière une visée une volonté de transformation sociale ou de progrès social Ouais, oui, tout à fait. Quand on est en situation d'intervention, on œuvre pour l'action, donc on a une commande et on cherche à y répondre. Parfois, on peut essayer de reformuler la commande, reformuler la demande. Mais en tout cas, c'est une situation dans laquelle on est instrumentalisé plus que dans une situation de recherche académique, on va dire. Donc oui, on est là pour transformer effectivement la situation sociale. Et tu as aussi parlé de l'environnement, de ta spécialisation dans les questions d'eau, de milieu aquatique. Est-ce que cette spécialisation, elle s'est faite en fonction des opportunités qui se sont présentées à toi d'un point de vue professionnel, ou est-ce que c'est des questions qui renvoient à des centres d'intérêt que tu as pu développer pendant tes études ou en dehors de tes études? C'est un mix des deux. J'étais très intéressée pendant mes études par les questions environnementales, et puis j'ai eu l'opportunité, donc je cherchais un stage sur ces questions-là, et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer en stage dans un bureau d'études et qui était spécialisé sur ces questions-là, et c'est comme ça, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut retenir parce que je sais que je l'ai entendu beaucoup chez les autres étudiantes de ma génération. Moi j'ai 36 ans, l'entrée en stage, enfin l'entrée dans la vie professionnelle est fortement déterminée par son premier stage, même si après on peut essayer de bifurquer. Donc moi c'est ça qui m'a beaucoup déterminée. Après il faut dire que ça m'a beaucoup plu. Le monde de la gestion de l'eau, c'est vraiment un terrain de jeu pour un sociologue, puisque comme l'eau concerne tout le monde, on a qui gravite autour de ce bien commun là, que ce soit l'eau ou les milieux aquatiques, l'environnement, tous les biens communs. On a autour de ces biens communs des chasseurs, des pêcheurs, des environnementalistes, des élus, des activités économiques, des riverains, des associations, etc. Donc c'est vrai que pour un sociologue, quelqu'un qui fait des sciences humaines, en tout cas, c'est passionnant d'aller voir les uns et les autres. Oui, et c'est sans doute aussi des milieux professionnels où peut-être la culture technique ou peut-être des sciences dures dominent par rapport à celle des sciences sociales, où justement les sciences sociales elles sont moins les professionnels dans ce secteur maîtrisent moins les enjeux les questions portées par les sciences sociales. Ouais, tout à fait. C'est effectivement, on a autour de ces biens communs, on a toute une gamme d'acteurs qui sont des techniciens, des scientifiques, qui ont un rapport au réel qui passe beaucoup par de la donnée.
Donc c'est vrai qu'en tant que sociologue ou en arrivant avec un bagage, une grille de lecture sciences humaines, on apporte autre chose et on permet souvent de la traduction d'ailleurs entre des personnes qui détiennent un savoir plutôt de sciences dures et puis les autres personnes qui sont concernées par ces biens communs-là, qui détiennent aussi des savoirs, une expertise d'usage, des savoirs vernaculaires, comme les agriculteurs, les pêcheurs, les gens qui sont concernés par la rivière ou par les milieux aquatiques parce qu'ils passent dedans, parce ils en sont dépendants pour des activités économiques, parce que ils y sont attachés tout simplement. Eux ont des savoirs différents qu'il s'agit en tant qu'intervenant de pouvoir remettre aussi à leur place dans le débat pour la gestion collective des milieux. Est-ce que tu pourrais revenir sur tu parlais de ton premier stage autour des questions de l'eau. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus sur la manière dont tu as trouvé aussi ce stage, parce que c'est aussi un enjeu pour les étudiants d'arriver à trouver un maître de stage. Est-ce que ça, tu pourrais nous dire comment tu as procédé, si tu as rencontré des difficultés particulières? Mon stage de master 2, c'est un hasard parce que j'ai rencontré en fait la fille, celui qui allait devenir mon maître de stage lors d'un petit boulot d'été et qui m'a parlé de ce que faisait son père et que je suis allée voir en réclamant un stage. Donc c'est un hasard, c'est de l'interpersonnel. Mais il s'avère que c'est exactement dans le type de à la fois de secteur, de thématique et de posture, puisque je cherchais à travailler plutôt dans le privé, parce que j'avais d'autres expériences en association et dans le public, donc ça m'intéressait d'aller voir un peu dans le privé. Donc il s'avère que ça m'a beaucoup plu, mais c'est un peu un hasard sur ce premier stage. Et ensuite, une fois tes études terminées, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton premier emploi? Alors c'est pareil, je suis restée là où j'étais. Donc j'ai passé 7 ans en bureau d'études, dans le bureau d'études Contre-Champs qui est basé à Lyon, dans lequel j'ai fait toutes sortes d'études et d'accompagnement. Peut-être tu peux revenir dans le détail sur le type d'études qu'on a fait, mais en tout cas voilà, mon premier emploi c'était la suite de mon stage. Voilà. Dans le bureau d'études dans lequel tu as fait ton stage, est-ce qu'il y avait déjà des sociologues ou pas dans cette structure? Alors oui, c'est un bureau d'études qui a été fondé par Jean-Baptiste Chemry, qui est géographe, lui, de formation, mais qui s'est aussi formé à la sociologie en travaillant avec des sociologues. Donc effectivement, c'est un bureau d'études qui propose des prestations de sociologie et qui pratique donc la sociologie. Et du coup, quel était le rôle de ces sociologues dans ce bureau d'études? Dans ce bureau d'études, on a plusieurs types d'interventions possibles. On fait de l'évaluation d'abord. Donc, de l'évaluation, ça peut être de l'évaluation de politique publique. On a fait de l'évaluation de politique de l'agence de l'eau sur l'entretien et la restauration des rivières, par exemple, sur les pollutions toxiques, sur la politique SAGE que sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ça peut être de l'évaluation de projets. Par exemple, j'ai fait l'évaluation du volet concertation du plan Rhône qui est dédié aux inondations. Ça peut être aussi de l'évaluation de programmes de gestion concertée de l'eau et des milieux aquatiques, donc ce qu'on appelle les contrats de rivière ou les schémas d'aménagement de gestion des eaux, qui sont des programmes pluriannuels et on vient au bout de X années évaluer ces programmes. Alors il y a une dimension technique, on travaille toujours avec des bureaux d'études techniques qui vont regarder les résultats sur la qualité d'eau, et puis il y a une dimension plus sociale, sociologique, ça dépend comment on veut la regarder, mais qui en tout cas mobilise des compétences en sociologie, où il s'agit d'aller voir quelle a été la qualité des partenariats, de la concertation, de l'information entre les acteurs, du dialogue territorial, etc., de la communication, de la transparence aussi des échanges. Donc tout ça, c'est regardé de près quand on fait de l'évaluation.
Donc ça, c'est tout un champ possible d'intervention. Ensuite, il y a de l'intervention qui concerne l'accompagnement de démarches de gestion des milieux. Donc par exemple, donc ça peut être de l'accompagnement stratégique ou de l'accompagnement à la concertation. Par exemple, j'ai accompagné la stratégie de gestion des zones humides dans la vallée de l'Eyrieux en Ardèche. J'ai aussi accompagné la définition d'un plan de gestion sur le delta de l'Orbe dans l'Hérault. Donc là, c'est comment, autour d'un projet de gestion intégrée des milieux, on va concerter les différents acteurs pour co-construire une démarche qui corresponde aux intérêts et aux usages des uns et des autres. Donc ça, c'est des études qui peuvent durer entre 6 mois et 2 ans, 2 ans, voire un peu plus. Et enfin, il y a des interventions qui sont de l'étude sociologique et demandées en tant que telle, c'est-à-dire des commandes d'écoute, des perceptions, des représentations, des jeux d'acteurs, de la gouvernance. Donc, par exemple, mon première étude que j'ai réalisée en stage, c'était une étude des perceptions des zones humides de larves en Haute-Savoie. Donc c'est aller interroger les différents acteurs sur leur perception de ces espaces à protéger. J'ai aussi participé à une étude sur les représentations de la rivière, sur 2 rivières, la Lergue et la Soulondre, dans un village dans une ville, qui s'appelle Lodève dans l'Hérault, où là, il était question d'aller interroger les rapports des habitants à la rivière, en préalable d'un projet de restauration de la rivière. J'ai aussi participé à une étude sur la perception du risque, donc le risque inondation sur le Vistre, qui est une rivière proche de Nîmes, et puis d'autres choses sur la perception du risque aussi, sur les grands lacs de Seine, voilà, des choses comme ça. Et qui sont les clients essentiellement de ce bureau d'études? Donc là, les clients, c'est que des collectivités, donc des collectivités qui sont en charge de la gestion de l'eau et des milieux. Donc ça peut être des syndicats de rivières, des syndicats mixtes, ce qu'on appelle des EPTB, des établissements publics territoriaux de bassin. Et puis des institutions, une institution qui est l'agence de l'eau. Donc il y en a plusieurs en France, des agences de l'eau. Moi j'ai beaucoup travaillé pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui elle-même est financeur de la plupart des études qui, même quand elles sont portées par les collectivités locales. Est-ce que dans les études que tu as pu conduire, les rapports ou peut-être les synthèses que tu as rédigées, est-ce que tu as pu faire des recommandations, des propositions d'action ou de changement? Parce que c'est aussi la démarche un peu de la sociologie des organisations, et de l'intervention. Et est-ce que ça rejoint une question que je me posais? Est-ce que tu as pu voir les effets de ton travail de sociologue dans les activités des gens, dans les institutions avec lesquelles tu as collaboré? Est-ce que tu as pu ressentir des transformations, des changements, pas forcément qui vont dans le sens des préconisations, mais en tout cas, est-ce que ça a un impact? Alors oui, quand on intervient, on nous demande de faire des recommandations quasiment systématiquement. Alors hormis quand on fait vraiment de l'écoute, de l'étude sociaux sur les usages, les représentations liées aux rivières notamment, où là on est purement dans de l'écoute très très souvent, et il est question en fait d'améliorer l'action publique, donc d'avoir des recommandations. Ça peut être des recommandations stratégiques, de partenariat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'il faut mettre autour de la table, comment il faut organiser l'action partenariale. Et ça peut être aussi de la stratégie de communication. Donc une fois qu'on a bien compris quelles étaient les logiques d'action des uns et des autres, donc ça passe forcément d'abord de l'étude, des entretiens individuels et de l'analyse, on va du coup avoir une action de communication ou de sensibilisation qui est bien plus orientée
puisqu'on sait d'où partent les gens, on sait aussi quel type de messages vont plus les accrocher. Typiquement sur la prévention contre les inondations, c'est très important d'abord de savoir d'où partent les gens, quelle conscience du risque ils ont, etc., pour concevoir un propos de sensibilisation ou de communication. Donc là, on voit l'intérêt tout de suite dans nos recommandations, y compris pour nous, c'est-à-dire que parfois ça va à l'encontre de ce qu'on peut imaginer de la perception, la perception du risque, la perception des rivières, etc. L'intervention sociologique, elle s'adapte aussi tout chemin faisant. Pendant une étude, je vous disais, ça peut durer 2 ans, donc on voit aussi des effets tout de suite, c'est-à-dire que quand on va faire des entretiens, puisque souvent il est question avant tout de faire des entretiens individuels avec différents acteurs, le premier effet, c'est que on est missionné depuis l'extérieur pour aller passer du temps, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce type d'attention vis-à-vis d'eux. Donc ça peut être des agriculteurs, ça peut être même des riverains, des habitants, etc. Et donc on est déjà dans un premier effet, c'est-à-dire qu'on est en train de leur signifier, par extension de la collectivité pour laquelle on travaille, l'importance qu'ils revêtent dans le système d'acteurs. On est en train de leur redonner une place. Donc ça, c'est un effet immédiat qu'on peut mesurer, c'est-à-dire que on voit là aussi c'est de la matière à analyser, mais on voit que par exemple à des entretiens on nous a à peine dit un horaire, puis en fait quand on arrive on a 4 ou 5 personnes autour de la table. J'ai souvenir comme ça d'entretien, notamment avec les stations de ski là quand je travaillais en Haute-Savoie, qui étaient au téléphone pas très intéressés par les zones humides, et puis qui en fait quand je suis venue étaient 4 ou 5 autour de la table avec le directeur etc., et où là en fait on voit que on est en train de donner de l'importance à des acteurs qui ont des choses à dire, passent par nous pour les dire, etc. Donc ça c'est la première chose. On a déjà un effet à redonner une place dans le système. On a un effet aussi à redonner une parole dans le système. Là, c'est dans l'analyse. Quand on va dire par un réordonnancement de la réalité sociale, montrer qu'il y a des catégories, ça peut être des catégories d'acteurs, des catégories d'espace ou de milieux, des jeux d'acteurs, et rentrer dans la structure de ce qui fait les rapports autour d'un bien commun, autour d'un milieu, etc. On est en train en fait de donner un cadre de pensée, une grille de lecture, un cadre d'analyse à des acteurs pour qu'ils se saisissent de la situation, parfois conflictuelle, parfois difficile, parfois complexe, dans laquelle ils sont. Donc on est en train de leur donner des clés de lecture, des mots, etc. Donc là pareil, on a un effet immédiat, ou quasi immédiat. Et puis le dernier point, c'est quand on fait de l'intervention, ça va peut-être rejoindre votre question sur les compétences qu'il faut acquérir aussi autres. Il est question aussi de mettre les gens ensemble, puisque là, en tout cas moi dans mon métier, à un moment donné, c'est savoir dialoguer autour d'un bien commun. Que pour les mettre ensemble autour d'une table, c'est comment on crée des conditions pour que les gens osent prendre la parole dans un univers, on l'a dit, très technique, très scientifique, où tout le monde n'a pas le même niveau de maîtrise des sujets. Et là, ça passe. Donc les effets de notre présence, c'est savoir donner la parole à chacun, savoir permettre aux uns et aux autres de prendre leur place dans les discussions. Alors après, les effets, pour répondre à la question, peut-être plus les effets plus long terme, est-ce que vraiment derrière il y a des décisions qui sont différentes, etc.
C'est difficile à dire, mais parfois oui. C'est-à-dire que parce qu'on a organisé la concertation, parce qu'on a ramené de la matière et entre autres des verbatims, vraiment de ce que c'est que la vie des gens ou leur perception, etc. Et ben on va prendre des décisions et c'est vraiment tout le but de l'intervention, hein, c'est de permettre des décisions plus éclairées par la réalité sociale qu'on aura fait remonter en lui donnant du sens. Est-ce que dans la méthodologie de l'enquête de terrain, est-ce que ça implique ou pas des différences par rapport, on va dire, à ce qu'on apprend quand on est en licence de sociologie, on apprend l'entretien semi-directif, le questionnaire. Est-ce qu'il y a d'autres démarches méthodologiques que tu as pu mobiliser dans tes différentes études ou pas? Moi, je mobilise les méthodes d'enquête dans les études que j'ai pu mener. D'abord, c'est l'entretien, parce que l'entretien, c'est quand même ce qui reste fondamental dans toutes les enquêtes, dans toutes les interventions que je peux mener, que ce soit de l'évaluation, de l'enquête socio, de l'accompagnement. Il y a d'abord des temps d'entretien. C'est des entretiens qui sont alors, il y a une dimension quand on est dans de l'intervention, il faut qu'on chiffre notre intervention, on fait des devis, il faut qu'ils soient précis, donc il faut qu'on sache à peu près combien de personnes on va avoir. Ça c'est différent d'une enquête académique où on peut se laisser surprendre par le terrain. Là, il faut qu'on chiffre à peu près, donc ça fait partie des adaptations à faire. Après, par contre, l'entretien, ça reste fondamental et c'est ça qui fait qu'on aura de la matière intéressante à donner à un commanditaire qui effectivement pourrait lui avoir d'une attente de résultats un peu plus pratico-pratique et qu'on va aller nourrir avec des dimensions auxquelles il n'aurait pas pensé. Et ça, c'est l'entretien, c'est vraiment l'entretien qui permet ça, d'être dans une vraie rencontre, un vrai travail d'empathie et d'écoute où on part du principe que les personnes ont raison, où on cherche leur logique d'action et où on n'est pas en train de leur apporter un savoir en particulier. Après, il y a l'enquête, il y a le cadre de l'enquête sur place, in situ, comme ça, c'est comme je l'ai fait en bord de rivière, où là on est face à des gens qui passent et donc on peut pas passer 1 heure et demie avec eux et leur faire nous raconter leur histoire comme un entretien biographique en fait. Donc là, faut s'adapter et on n'est peut-être pas dans ce que ferait la sociologie académique. C'est un peu la sociologie pirate là. On essaye de voir à peu près la tranche d'âge, où est-ce qu'ils habitent. On essaye d'avoir des renseignements comme ça. Et puis ensuite, on est dans une discussion. Parfois, on prend pas de notes, on les prend après, parce que voilà, c'est plus simple comme ça. Donc ça, il a fallu s'adapter. Et effectivement, après, il y a toutes les situations collectives où là, on va demander. Alors souvent, on a déjà vu les personnes avant en entretien individuel. C'est rare qu'on les voit débarquer d'un coup en collectif, mais ça arrive. Et où là, il faut faire en sorte que la parole puisse être égale et que chacun ait le même niveau d'information, se sente en capacité de prendre la parole. Et ça, c'est effectivement, ça demande des compétences d'animation de réunion que moi personnellement je n'avais pas du tout avant de commencer ce travail-là, que ensuite j'ai exercé partout où j'ai travaillé. C'est vraiment pour moi fondamental, que j'ai vu faire aussi par d'autres moins bien. c'est pas pour me vanter, mais pour dire que en fait on peut l'animation de réunion c'est un vrai sujet et on peut passer à côté et du coup avoir des gens qui prennent pas du tout la parole parce qu'on a voulu faire des jeux, parce qu'on a voulu que ça soit sympa, etc. Mais qu'on n'a pas forcément pensé à vraiment à ce que c'est que la prise de parole. Parce que il faut respecter des règles, il faut respecter un cadre et tout en étant souple. Enfin bref, il y a je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais il y a toute une gamme de possibles. Pour revenir un peu sur ton parcours, après cet emploi qui a duré 7 ans en bureau d'études, vers quoi tu t'es dirigée ? J'ai eu une période où j'étais à la fois à mon compte,
Donc c'est un statut différent, mais pour faire quasiment les mêmes choses, du conseil, de l'accompagnement, et puis des études. J'ai beaucoup travaillé avec mes anciens collègues, et c'est un statut qui m'a permis de développer un projet que j'avais en parallèle avec mon collègue Étienne Amier, de réalisation d'un long métrage documentaire. Voilà, donc ça m'a occupée. À partir de 2019, on est allé tourner pendant quasiment 1 an et demi avec le Covid, qui est peut-être presque 2 ans. Et puis ensuite de montage, d'étalonnage, de mixage, etc. jusqu'à la sortie du film en 2022. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment l'idée du documentaire est née et comment vous vous êtes rencontrés avec Étienne Amier, le co-réalisateur du film? Avec Étienne, on s'est rencontrés puisque je donnais des cours dans mon ancien master, donc mon master 2, sociologie appliquée au développement local à Lyon 2. Et lui était étudiant, il avait un terrain qui était la question de l'exposition aux pesticides de la vigne. Alors pas à l'époque, il avait 2 terrains. Finalement, on s'est intéressé plutôt à la vigne, à la viticulture, mais il enquêtait aussi sur l'arboriculture. Et j'étais son 2e lecteur de mémoire. Et c'est grâce à cette expérience de deuxième lecteur que j'ai rencontré Étienne, et puis que j'ai rencontré son sujet d'étude aussi. Et à l'époque, donc moi je travaillais en bureau d'études et j'entendais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de réunions avec des agriculteurs, et j'entendais beaucoup de choses qui étaient relatives à ce sujet-là aussi, de la question de la cohabitation avec d'une part des habitants qui sont de plus en plus préoccupés par leur santé, par la question de à quoi ils peuvent être exposés, et aussi des centres urbains qui s'étalent de plus en plus et qui vont comme ça grignoter sur les espaces ruraux ou périurbains, suivant comment on veut les regarder. Donc j'entendais beaucoup de choses, et puis il y avait aussi un contexte politique où on parle beaucoup de réindustrialisation, relocalisation de la production. Donc on sait qu'il va y avoir des espaces de production et des espaces résidentiels qui vont se rapprocher. Donc en entendant à la fois en ayant l'expérience d'écouter des agriculteurs régulièrement, et puis d'analyser le contexte dans lequel on était, j'ai dit à Étienne, et j'étais pas la seule, son premier lecteur c'est Florian Charvolin qui est sociologue, on s'est tous les deux dit c'est un sujet qui va monter en puissance. L'avenir nous a donné raison, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas il y a eu beaucoup de sujets autour de conflits même, autour de l'exposition des riverains aux pesticides, et donc ça me semblait inédit, cette manière qu'il avait eu de ce terrain d'abord, et puis la manière dont qu'il avait eu de l'aborder, et je trouvais que c'était un sujet sur lequel il y avait matière à donner à voir. C'est-à-dire que là, on est sur un sujet qui est très géographique aussi, les questions d'étalement urbain, de proximité, de frontières entre les espaces résidentiels et agricoles, et des questions de paysage aussi. Et peut-être qu'on y reviendra plus longuement. Je trouvais que sur un sujet comme ça, l'image avait quelque chose à apporter par rapport à une analyse plus littéraire, comme on a l'habitude de le faire en sociologie. Je ne sais pas si tu as été formée à l'écriture de films documentaires, mais du coup, comment est-ce que tu as réussi à gérer un petit peu ces différents aspects de positionnement et de regard, tout en sachant que même dans le documentaire, moi je trouve que la posture et la méthodologie du sociologue sont quand même très utiles. Je me suis formée à la réalisation documentaire, mais c'était une petite formation qui est par ailleurs très bien, une formation au CIFAP à Montreuil de réalisation documentaire, mais qui, de mon point de vue, ne justifiait pas déjà de cadrer moi-même, puisqu'en fait c'était une formation à la fois à l'écriture et à la prise de vue. Donc moi j'avais à cœur de pas m'improviser de cette profession qui existe par ailleurs. Je suis
Voilà, je suis très friande depuis longtemps de cinéma documentaire, donc je me suis intéressée à ce métier-là depuis longtemps. Je voulais pas prétendre, comme je prétends pas être enseignant-chercheur de la même manière, je voulais pas prétendre être réalisatrice ou en tout cas être chef opérateur. Donc je voulais par contre pouvoir écrire parce qu'il me semblait que là il y avait un travail de traduction depuis le travail sociologique d'Étienne, qui était un travail écrit, à la mise en image. Et donc ça m'intéressait. C'est à ce titre-là que je considère avoir fait de la réalisation et à connaître un petit peu les contraintes et les possibilités aussi de l'image pour pouvoir les transcrire à un chef opérateur. Donc ensuite, c'est bien un travail collectif avec Damien Pelletier-Brun, qui a été notre chef opérateur sur l'entièreté du projet et qui est par ailleurs formé en anthropologie, et c'est pas un hasard, c'est qu'on a voulu que ce soit une vraie discussion de comment on allait traduire les analyses sociologiques ou anthropologiques par l'image et par la narration. Donc c'est une discussion sans cesse, tous les trois et puis tous les quatre, avec Damien Crétignon qui s'est occupé plutôt du son, et puis tous les cinq avec Judicaël Bouillot qui était le monteur du film, et c'est pas un petit travail, c'est un vrai, c'est à ce moment-là aussi que la narration prend forme. Pour répondre à la question sur est-ce qu'il y a des difficultés de choix, etc. Nous, on avait au début, on cherchait à se faire financer, donc il faut écrire un projet, donc il faut dire qu'est-ce qu'on verra exactement, ce qui est difficile quand on fait un documentaire. Donc ça, c'est le cas pour tous les projets de films documentaires. Et par ailleurs, on avait un terrain qui avait permis, le terrain d'Étienne, qui avait permis de dire beaucoup de choses. Donc on avait de la matière, mais il y a cette difficulté que vous aviez sans doute en tête en posant la question de comment on recrée de la spontanéité. On va pas refaire le même terrain, et puis cette fois-ci on vient avec une caméra. Comment la relation de confiance va se refaire avec des acteurs qui étaient dans le cadre d'une relation. Tout d'un coup on débarque à 4 ou à 3 avec une équipe technique, et puis on dit que cette image-là sera visible, etc. Donc ça vient comme ça. Ça vient changer la relation d'intersubjectivité avec le sociologue. Alors pour répondre, on a écrit beaucoup de choses, on a écrit que ce qu'on connaissait du terrain, et puis finalement le terrain a continué quand on est allé filmer. D'abord, on a fait du repérage, puis en fait, c'est on a tourné dans un petit village, enfin 2 petits villages, et puis en fait, on s'est très vite fait repérer. Donc notre repérage, ça finit par être un tournage parce qu'on avait de la matière. Et puis, à partir de cette matière, on a de nouvelles personnes qu'Étienne n'avait pas rencontrées dans son enquête préalable, qui se sont manifestées et qui souhaitaient parler aussi, donner leur avis. Donc, c'est un terrain qui continue. Et puis le terrain continue parce que, de la même manière que je disais tout à l'heure pour la sociologie d'intervention, une caméra est utilisée par les uns et par les autres. C'est peut-être une surface de projection comme l'est le sociologue d'intervention. On va s'en servir pour faire valoir des choses, on va s'en servir pour dire aux autres que, on va s'en servir pour montrer des choses. Et là, en fait, de la même manière qu'en sociologie d'intervention, on va considérer ça comme une matière comme une autre. Donc on s'est laissé prendre au jeu, et donc on a des acteurs qui ont souhaité venir dire des choses à la caméra parce qu'ils savaient que ça serait ça aurait une audience. Après, on a eu, nous, à cœur de dire que c'était que c'était un documentaire qui était autofinancé, puisque comme vous l'aurez compris, on n'a pas réussi à avoir de subvention, ce qui est un mal pour un bien, puisque dire qu'on arrive et qu'on est France 3 ou dire qu'on arrive et qu'on est dans une démarche de sociologie et qu'on est autofinancé, ça n'a rien à voir sur la réception. Donc pour nous, c'était vraiment finalement une chance. On voulait montrer notamment que finalement agriculteurs et riverains ne sont pas opposés, même si parfois ils sont présentés comme ça dans les médias, et puis parfois eux-mêmes
peuvent dans la teneur de leur discussion être dans une opposition, mais là on a voulu montrer dans le film que finalement ils sont ces deux groupes-là pensés comme différents sont en fait des habitants dans le même groupe qui sont exposés aux pesticides et qui se posent des questions sur leur santé et qui n'obtiennent pas de résultats tangibles de la part des scientifiques et qui sont aussi en attente de positions politiques plus claires vis-à-vis de cette problématique-là. Donc ça, on avait ça. Donc ça se passe dans la narration, puis ça se passe dans le contenu, ce qu'on va chercher dans les entretiens. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une nouveauté avec l'arrivée de la caméra, mais pas que, avec le temps qui est passé entre la première enquête d'Étienne et puis le retour sur le terrain, c'est cette association qui s'est montée pour faire du dialogue entre riverains et agriculteurs qui n'existait pas à l'époque et dont on a filmé quasiment toutes les rencontres. Donc ça c'est un nouveau terrain. Et puis il y a autre chose, c'est l'étude SIGE Exposome, qui est une étude sur la survenue du cancer chez les personnes exposées aux pesticides, qui en fait avait un de ces terrains d'études qui se trouvait dans le Beaujolais. Et c'est comme ça qu'on a bâti le projet de film, en se disant, là dans une démarche très ethnologique, de dire à une échelle micro, on peut parler de sujets globaux, c'est-à-dire de la question du traitement politique, de la question du traitement scientifique, et puis évidemment des relations riverains-agriculteurs. Et en fait, plutôt que d'essayer d'aller traiter le sujet, puisque comme on le ferait d'ailleurs dans une étude socio où on rappellerait les contextes, le contexte national, etc., on a pris le pari d'aller au plus micro, donc sur un village. Bon, il y en a deux en réalité, mais un village en particulier. Toutes ces questions-là, qu'elles soient géographiques, économiques, sociales, etc., se posent. Et ensuite, il y a une part d'écriture et puis une part de ce que le terrain nous réserve. Et ça aussi, c'est de l'ethnologie, hein. C'est pareil quand on fait une enquête, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, mais on est à peu près sûr qu'on va savoir en dire quelque chose. Nous remercions chaleureusement Gaëlle pour sa participation à ce podcast. Dans le prochain épisode, nous partons à Toulouse pour rencontrer Tristan Renard, sociologue dans un hôpital psychiatrique et coordinateur du CRESAM Occitanie. Le CRESAM est un centre de ressources régionales en santé mentale qui a pour objectif l'aide à la compréhension et à la prise en charge des populations engagées dans des processus de radicalité violente. Tristan nous expliquera comment il exerce le métier de sociologue au sein de l'hôpital psychiatrique. À bientôt sur les routes de la sociologie.